À la veille de l'investiture de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, le président sortant Joseph Kabila a délivré un discours à la nation. Il s'est félicité du bon déroulement du processus électoral. Le Soudan du Sud a appelé la communauté internationale à financer l'accord de paix dont la mise en œuvre a pris 4 mois de retard, sur fond de combats toujours en cours dans certaines régions. Et puis en France, Alain Juppé, le maire de Bordeaux, a lancé un appel à la raison et au dialogue aux Gilets jaunes qui manifestent chaque samedi dans sa ville. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, la cérémonie d'investiture du nouveau président Félix Tshisekedi a débuté à Kinshasa. Après 18 ans au pouvoir, le président Joseph Kabila remet ce jeudi le pouvoir à Félix Tshisekedi. L'opposant de l'UDPS, parti historique, a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier. Il devient donc le 5e président de la République démocratique du Congo. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. À la veille de l'investiture de Félix Tshisekedi à la présidence de la République démocratique du Congo, le président sortant Joseph Kabila a délivré un discours à la nation. Il assure que son mandat se termine au moment où s'enracine la vision d'un grand Congo. En République démocratique du Congo, c'est ce jeudi que le chef de l'État sortant Joseph Kabila passe le pouvoir à l'opposant Félix Tshisekedi, vainqueur officiel de la présidentielle du 30 décembre dernier. À la veille de cette investiture, le président sortant a délivré sur la radio-télévision nationale congolaise un discours à la nation. Une allocution d'une quinzaine de minutes dans laquelle il s'est félicité du bon déroulement du processus électoral. Les scrutins du 30 décembre ont, comme je m'y étais engagé, ouvert la voie à un transfert pacifique et civilisé du pouvoir entre un chef d'État élu sortant et un chef d'État élu entrant. Le rêve est devenu réalité, un pari de plus gagné. Il en est en outre symptomatique de la cristallisation croissante de la culture démocratique dans notre pays. Que l'heureux élu, bénéficiaire de cette alternance historique au sommet de l'État, est issu de l'opposition. C'est le lieu pour moi de réitérer en votre nom, comme en mon nom propre, nos félicitations ainsi que nos vœux de plein succès au président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Joseph Kabila a également appelé à la mise en place d'une grande coalition progressiste contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de leurs ressources naturelles, sa contrepartie pour leurs enfants et petits-enfants. Une coalition pour défendre, y compris au prix du sacrifice suprême, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Selon le président Joseph Kabila, cette coalition devra également parfaire les chantiers en cours et en ouvrir d'autres, notamment dans les domaines des infrastructures et du développement agricole. Il a ensuite affirmé son plein soutien à son successeur Félix Tshisekedi. De la République démocratique du Congo, rendons-nous au Zimbabwe où le président Emmerson Mnangagwa a appelé à l'apaisement après les manifestations meurtrières contre la hausse des prix des carburants. Un appel aussitôt rejeté par l'opposition qui a exigé la fin immédiate de la répression. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a tenté mardi de tourner la page de la fronde meurtrière contre la hausse des prix du pétrole en lançant un appel au dialogue à l'opposition, qu'il a aussitôt refusé en exigeant la fin de la répression. C'était un rapport assez fort contre les méthodes utilisées par les forces de l'ordre, un rapport assez fort contre les manifestants qui ont pris la loi dans leurs propres mains. C'est un processus à double sens et personne ne devrait jamais travailler dans l'illusion que le Zimbabwe meurt d'envie de rejoindre le Commonwealth. Nous le faisons dans le cadre de notre processus de réengagement avec le monde pour un gain mutuel, pas pour un gain unilatéral du tout. Si c'est un dialogue qui repose sur la violence, sur la coercition, ça ne marchera pas. Ce que tous les partis
y compris ceux de l'opposition, doivent savoir, c'est qu'il y a un moyen de faire participer le gouvernement sans avoir nécessairement à faire appel à des gens pour commettre l'anarchie et détruire des biens. La main tendue du président zimbabwéen a été refusée sans délai par le chef de l'opposition. Ce dernier estime que pour dialoguer, il faut être libre de parler. L'opposition exige la fin immédiate de la répression et de la terreur. Plus de 600 personnes ont déjà été arrêtées depuis le début de la fronde. Dans la foulée, le nouveau procureur général du pays a prêté serment. Au Soudan du Sud, le gouvernement a appelé ce mercredi la communauté internationale à financer un accord de paix signé en septembre dernier, dont la mise en œuvre a pris 4 mois de retard sur fond de combat, toujours en cours dans certaines régions. Les précisions. Depuis la signature d'un accord de paix en septembre dernier, le président sud-soudanais Salva Kiir a voyagé notamment en Chine, en Égypte et en Afrique du Sud pour demander plus de ressources à ses partenaires internationaux. Ce mercredi, le gouvernement a appelé la communauté internationale à financer cet accord de paix, dont la mise en œuvre a pris 4 mois de retard sur fond de combat, toujours en cours dans certaines régions. Dans un discours prononcé notamment devant les diplomates étrangers, le ministre adjoint des Affaires étrangères, Deng Dao Deng, a assuré que cet argent est nécessaire pour s'assurer du cantonnement de groupes armés, une des mesures clés de l'accord de paix. Le ministre adjoint des Finances a quant à lui indiqué que le Parlement a approuvé en 2018 un budget d'environ 20 millions de dollars pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Mais selon Deng Dao Deng, le gouvernement n'a jusqu'à présent réussi à rassembler que 1,6 million de dollars. Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir, un Dinka, a accusé Riek Machar, son ancien vice-président, de l'ethnie Nué, de fomenter un coup d'État. Le conflit, marqué par des atrocités à caractère ethnique et le recours au viol comme arme de guerre, a fait plus de 380 000 morts selon une étude récente et poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais, soit près d'un tiers de la population, à s'enfuir. Il a également été marqué par la violation d'accords de paix et cessez-le-feu. En Tunisie, le dirigeant de la centrale syndicale UGTT, engagé dans un bras de fer inédit avec le gouvernement, se veut flexible. Noureddine Taboubi assure être ouvert au compromis, mais pas à n'importe quel prix. Après le succès de la mobilisation du 17 janvier, qui a en partie paralysé l'activité en Tunisie, l'UGTT vient d'appeler à une nouvelle grève générale les 20 et 21 février dans le secteur public. Il s'agirait de la 3e depuis novembre dans ce pays où les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques représentent près d'un quart de la population active. Nous avons annoncé une nouvelle grève dans 1 mois, tout en espérant que nous arriverons à trouver un compromis. Nous optons pour un accord, mais pas à n'importe quel prix. Nous aussi, nous avons nos adhérents, nous avons des pressions de la base. Vu la cherté de la vie, ils ont une dégradation de leur pouvoir d'achat et de leurs conditions de vie qui sont difficiles. Ce qui nous importe aujourd'hui, et c'est sur quoi nous sommes concentrés, c'est de réussir un mouvement militant pacifique et civilisé. Je répète, cela n'a rien à voir avec une tentative de faire tomber ce gouvernement ou un autre. Le responsable politique a été élu pour jouer son rôle. Le jour J, c'est le peuple tunisien qui demandera des comptes en fonction du bilan présenté. Le grand malheur, c'est que les institutions internationales et les quelques amis de la Tunisie parlent de la Tunisie comme un modèle de transition démocratique, mais cela ne reste que simple slogan, pas plus. Ils ne proposent pas de contribution réelle pour sauver l'expérience tunisienne, pour qu'elle reste un vrai exemple. Les mouvements à répétition dans le secteur de l'éducation ont valu à la Tunisie des critiques et l'interruption massive des services publics le 17 janvier a semé le chaos dans les aéroports. En France, le maire de Bordeaux a lancé un appel à la raison et au dialogue aux Gilets jaunes qui manifestent chaque samedi dans sa ville. Alain Juppé dénonce les actes de violence inouïs et inacceptables à l'issue des 10 actes de cette révolte hebdomadaire. Nous avons eu 10 samedis de suite des concentrations nombreuses et qui se sont toutes terminées par des actes de violence inouïs et inacceptables.
Je voudrais à ce stade, comme j'ai commencé à le faire tout à l'heure, rendre hommage aux forces de l'ordre qui font preuve d'un grand sang-froid et, de mon point de vue, d'après ce que je vois sur les images, d'une proportionnalité face à des violences dont elles sont les premières victimes. Je voudrais terminer en lançant un appel à la raison. Pas sûr que la raison soit à l'écoute. Enfin, je lance quand même un appel. Manifester la nuit, comme je le vois en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est multiplier par 10 les risques de dérapage graves. Les forces de nos villes, il n'est pas tout à fait exclu que nous perdions plusieurs milliers d'emplois à la suite de ces manifestations. Place à présent à la revue de presse Afrique. Revue de presse Afrique sur C4 TV du 24 janvier 2019. Bienvenue à chacun et à tous. Le numéro du jour nous emmène en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun, au Togo et au Sénégal. Et faisant justement le point de l'actualité au Sénégal, présidentielle 2019, Wade perd sur tous les tableaux, écrit en manchette Walf Quotidien. Appel à la confrontation du C25, on reste avec Walf Quotidien qui nous apprend que les jeunes de l'opposition donnent le ton. 7e revue du programme ISPE, le FMI salue les performances macroéconomiques du Sénégal, nous fait savoir le journal Le Soleil. Escale au Togo à présent. Élue présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawat Senghor devient la femme la plus puissante de la politique togolaise, écrit en gros titre TM Togo Matin. Sur le même sujet, Assemblée nationale, une femme aux commandes, écrit en manchette La Nouvelle Tribune, qui nous informe également que 500 dossiers seront bientôt apurés à la Cour suprême. Contentieux électoral à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, le sursaut nous explique comment les faux témoins ont coulé Ezali. Fraude fiscale, la DGI saisit des marchandises de plus de 3 milliards, peut-on lire à la une du journal Le Jour Plus, qui informe également ses lecteurs que le mouvement Génération Gaillante bat le rappel de 3000 membres au sein du RHDP. Une lecture de Fraternité Matin nous apprend que le gouvernement lance bientôt des consultations régionales dans le cadre de la modernisation de l'administration. Crise du coton à l'ouest du Burkina Faso. En attendant les solutions, les pays broies du noir, se désole le journal Le Pays. Élargissement des opportunités d'affaires, les portes du Maroc et de la France s'ouvrent au Burkinabé, se réjouit Sidouaya en première page ce jour. Enfin, pour finir, au Cameroun, des réfugiés centrafricains sont illégalement transformés en Camerounais, dénonce le quotidien Émergence. Le journal L'économie nous apprend que le Cameroun va lever 45 milliards de francs CFA de BTA au premier trimestre 2019 à la BEAC. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique sur C4 TV de ce jeudi. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles informations africaines. Merci à vous également, Génial Afouda, pour cette revue de presse Afrique. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.